Nous, on va continuer par rapport à la question que s'était posée, c'était Gunther qui, à la fin de la dernière séance, non, pour vous remettre un peu en tête, on était parti de la critique faite à ce qu'on appelle les tournants linguistiques européens, hein, qui ont fait à son époque Sokal, Brikmont. Hein. Alors on avait vu cette critique quand même à ce subjectivisme un peu de ce qu'on appelle le tournant linguistique, dans lequel tout est langage sans métalangage, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout est langage sans métalangage, c'est-à-dire que s'il y a un ordre de vérité dans un énoncé, il est interne à l'énoncé. Hein, c'est par rapport à la construction de l'énonciation, sans aucun type de référence à ce qui serait un réel extérieur, n'est-ce pas? Alors la seule chose qui va apparaître comme réel dans les tournants linguistiques est ce qui fait trou, hein, ce qui fait trou dans la chaîne signifiante, hein, c'est-à-dire ce qui fait trou, ce qui tout à coup apparaît comme limitant les possibles. Mais les possibles sont des possibles d'énonciation, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas énoncer. Mais sinon, tout est signifiant. Alors, on a vu la critique des Sokal et Brikmont, qui l'ont fait donc d'abord sous la forme d'une boutade, comme ça, non? Et après, on a vu un peu à quoi ça renvoyait. Hein? Alors, effectivement, la question on était arrivé jusqu'à l'idée de mais comment on définit les objets alors, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si un objet ne se définit pas seulement par sa précision, n'est-ce pas, symbolique, hein, et même au contraire, plus on est précis d'un point de vue symbolique, plus on s'éloigne de l'objet, non? Et l'imprécision, effectivement, est une condition de garder un certain rapport avec ce qui va émerger comme objet. Mais effectivement, on se posait la question du découpage. Alors on disait, est-ce qu'il y a un plancher au découpage, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un plancher? Alors on disait par exemple, de notre point de vue, du point de vue organique, on disait les planchers pour le découpage, par exemple, on pouvait les mettre dans un exemple un peu simpliste, on disait, si avec un avion on survole une grande forêt, la forêt est une unité organique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai raison de découper la forêt parce qu'il y a une unité organique dans laquelle les éléments qui la composent, les arbres, les bêtes, la terre, les micro-organismes, etc., correspondent à une certaine unité que je peux comprendre comme une unité de fonctionnement où il va apparaître un soi et un non-soi, pour dire comme ça. C'est-à-dire que la forêt, une forêt, se comporte par rapport à ce qui entoure la forêt avec une limite que c'est ce que Varela appelait une clôture opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle détermine en dedans et en dehors, hein, dynamique. Hein. Et alors donc si je veux analyser une forêt, même c'est quelque chose que c'est relativement nouveau dans disons, dans les courants épistémologiques appliqués, n'est-ce pas? C'est-à-dire que voir comment il pouvait avoir des organismes composés. C'est ce que Spinoza va dire que ce que nous appelons un organisme peut s'agencer pour former un autre organisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire que des organismes s'agencent pour former d'autres organismes. Alors, à l'instar de la forêt, pour nous, en tant que mammifères, on sait bien maintenant, avec toute la question de la microbiologie, la bactériologie, etc., à partir des travaux qui ont commencé Lynn Margulis, concrètement, par exemple, que cette fameuse idée que quand même il faut, c'est quand même pas mal pour réfléchir à ce que ça signifie, que dans le corps d'un mammifère, le corps d'un être humain, seulement 1% des cellules qui nous composent sont somatiques. Et 9 des 10, c'est-à-dire 90%, sont des bactéries. Des bactéries incorporées comme les mitochondries, ou des bactéries comme les bactéries intestinales, ou les autres bactéries qui se baladent dans le corps, et qui forment un organisme. C'est-à-dire que je ne veux pas dire mon organisme c'est le 1%, vous voyez,
et les autres sont extérieurs. Alors, cette unité organique, c'est ce que, d'un point de vue, avec la pensée, non pas d'un point de vue scientifique, identifie Spinoza dans l'éthique quand il va dire un organisme peut être un organisme individuel, alors nous disons mais un organisme individuel est toujours une multiplicité agencée de façon organique, à vrai dire, n'est-ce pas, ou plusieurs organismes individuels agencés. Qui détermine quoi? Qui détermine une antériorité, une intensité, un composant intensif par rapport aux éléments extensifs. Les éléments extensifs, c'est les éléments que je peux nommer, identifier, modéliser. Mais s'il y a une unité organique, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la partie intensive. Ça veut dire le fonctionnement, le devenir, qu'il y a une capture dans un fonctionnement qui va donner dorénavant à cet ensemble l'unité non pas par préservation des parties qui la composent, mais au contraire, non? S'il y a une unité organique, l'unité va se caractériser par la perte permanente des parties extensives qui la composent pour maintenir un mode de devenir. Un mode de devenir. Une intention et l'intention est l'intention de vivre. C'est-à-dire que c'est une intention non transitive, ce n'est jamais transitif. C'est un des éléments du vivant. Non, ce n'est pas pour quelque chose, sa propre fin. Non. Alors, d'un point de vue phénoménologique, nous on avait un tout petit peu commencé à évoquer ce que Michel Henry expose, ce que nous avons adopté, c'est-à-dire cette antériorité, cette partie intensive, cette détermination organique, nous l'identifions avec cet espace phénoménologique, il va l'appeler Michel Henry. Alors c'est quoi un espace phénoménologique? Un espace phénoménologique, ce n'est pas un espace physique, ça renvoie à une antériorité. Il y a un espace qui détermine un dedans et en dehors, pour dire comme ça. Alors, cet espace-là est un espace d'intimité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on peut définir comme une intimité qu'on oppose à la promiscuité de la machine, dans laquelle il n'y a effectivement aucune antériorité, il n'y a aucune intentionnalité, il n'y a aucune... les modes d'affectation de la machine, non, est toujours action, réaction, interaction, régulation, effectivement, autorégulation, mais ce qui caractérisera les vivants est une auto-affectation. Vous voyez, c'est-à-dire, quand tu as une unité organique, l'émergence d'une unité organique, l'existence d'une unité organique, signifie que cette unité organique n'est pas en train de réagir par rapport à des stimuli extérieurs ou antérieurs, parce que vous pouvez avoir un robot qui est programmé pour se autoréguler par rapport à certains stimuli, n'est-ce pas? Mais toute cette autorégulation du robot est en pure extériorité. Vous comprenez? C'est pas parce que c'est physiquement dedans qu'il y a les mécanismes qui a une antériorité, est une pure extériorité parce que tout fonctionne par rapport à des stimuli réponse, n'est-ce pas, et adaptation. Bon, quand tu as une unité organique, justement, une singularité fondamentale du vivant sera celle de ne jamais réagir aux stimuli extérieurs. Le vivant agit. C'est-à-dire quoi qu'il agit? Qu'il est auto-stimulé, auto-affecté. C'est la auto-affection du vivant qui n'est pas en réponse avec les milieux. Il fait avec les milieux. Simplement, effectivement, si nous avons une vision trop individuelle des organismes, on ne comprend pas. C'est pour ça qu'il est très important l'idée spinoziste du commun, parce qu'effectivement, les organismes s'agencent, s'associent dans ce qu'ils ont en commun pour construire d'autres organismes. Alors effectivement, on peut dire qu'il y a plusieurs couches, pour dire comme ça, plusieurs niveaux de auto-affection. C'est-à-dire que
bon, c'est compréhensible, non? C'est-à-dire, si nous voyons une forêt, pour revenir à la forêt, si je prends un oiseau de la forêt, ce oiseau, en tant qu'organisme vivant, il est vivant parce qu'il réagit à son auto-affection. Hein? Il n'est pas en adaptation quelconque, en régulation quelconque. Mais à la fois, ces oiseaux-là, bien entendu, ils constituent une autre unité organique avec un ensemble des oiseaux. Et cet ensemble, ce nouvel ensemble organique, ou cette autre dimension organique, aussi il est auto-affecté. Vous voyez? Alors donc, ça n'est pas l'interprétation solipsiste. Vous comprenez ça qu'il faut éviter quand on parle de auto-affection du vivant, c'est l'interprétation solipsiste qui dirait les vivants et ce mode d'existence qui est dans une auto-affection et qui s'en fout du milieu. Vous voyez? Alors, effectivement, le vivant est toujours qu'en auto-affection, sauf que cette façon de s'auto-affecter connaît des niveaux d'organisation inclusifs divers. Et donc, effectivement, l'agir agit toujours sur le mode plutôt d'une résultante, non? D'une résultante à partir de ces différents niveaux d'affection. Ouais. Alors, par rapport au découpage, alors, les comment, on va y revenir parce que c'est important par rapport à l'idée de découpage, parce que la question était, mais on peut tout découper. N'importe quel découpage est bon, n'est-ce pas? Et alors, la question, on peut tout découper, et qui découpe, hein? C'est la question qu'on va traiter aujourd'hui. Mais dans tous les cas, dans l'exemple de la forêt, on voit bien, par exemple, que d'une façon empirique, tout à fait empirique, on dit, si je prends une forêt, je peux avoir un point de vue organique, appliquer un modèle organique, et bon, ça répond à ça. À la fois, je peux incorporer la forêt, on voit bien là avec ce qui se passe en Australie, hein. J'ai intérêt aussi à incorporer la forêt à d'autres dimensions aussi organiques, n'est-ce pas? Bon, restons à la forêt. Alors, je dis la forêt, bon, je dis l'arbre, d'accord, l'arbre, je dis l'oiseau, ok, mais je dis une feuille, ou une patte du oiseau. Ah, vous voyez, c'est-à-dire, on ne peut pas faire n'importe quel découpage, n'est-ce pas? On ne peut pas faire n'importe quel découpage. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux d'inclusion, d'agencement qui créent des nouveaux niveaux de ce que nous appelons la aperception, hein, dans la pyramide perception, aperception, conscience, conscience réflexive, on a souvent évoqué. Ce sont des niveaux d'aperception, parce que les niveaux d'aperception, ce sont ces niveaux-là dans lesquels il y a une antériorité, c'est-à-dire un soi et un non-soi, une clôture personnelle, comme on dirait Varela. Mais donc, les découpages dans les niveaux augmentatifs, pour dire comme ça, bon, que c'est... Il ne faut pas dire augmentatif parce que ça évoque d'autres choses, non? Dans un niveau associatif, les découpages, nous voyons que qu'est-ce qui va se passer pour les oiseaux ou pour l'arbre incorporé organiquement, comme les bactéries qui nous composent, incorporé à une autre dimension organique. Eh bien que son niveau d'aperception, les niveaux de la bactérie, les niveaux des mammifères, les niveaux de l'arbre, de la forêt, sont des niveaux d'aperception, n'est-ce pas, des niveaux de perception auxquels chaque individu participe, n'est-ce pas, en participant avec son propre niveau d'aperception. Alors, les niveaux d'aperception peuvent grandir ou diminuer. Hein. Vous vous rappelez que même on disait que par rapport à un être humain, effectivement, le fait de dire que quelqu'un il est tout le temps devant l'écran, qu'il n'a aucune expérience corporelle, que toute l'information, ce n'est que d'information consciente, etc., une des conséquences, c'est la diminution de ce niveau de perception. Mais ce n'est pas simplement dans cet exemple individuel. S'il y a une diminution des niveaux de perception, ce n'est pas simplement parce que lui, cette personne-là, ne s'expose pas, n'est pas affecté. C'est aussi parce qu'il est de moins en moins composé avec d'autres organismes. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est l'exemple qu'on avait donné toujours des tsunamis. Non? Vous vous rappelez les tsunamis il y a une dizaine d'années? Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé qu'il y a eu
série de liens subtils, n'est-ce pas, qui ont fait que les mouvements de l'eau, les mouvements de certains poissons, les mouvements des animaux qui sont à la frontière de l'eau et de la terre, ont fait que presque tous les animaux ont réagi en apercevant les tsunamis qui arrivaient. Vous voyez, il y a eu un niveau d'aperception. Perception, tout le monde. Tout le monde l'a perçu, tout le monde perçoit parce que la perception, c'est le soubassement physico-chimique, pour dire comme ça, énergétique. Alors il y a quelque chose dans lequel, effectivement... Mais les animaux, justement, dans cet agencement organique, non, articulé, eh bien, participent à des niveaux d'aperception qui, à chaque fois, n'est-ce pas, stimulent les autres niveaux aperceptifs. N'est-ce pas? Alors, effectivement, chacun réagit d'après ses comportements propres, mais à la fois, il y a des comportements propres créés par les différents niveaux d'aperception. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous prenons niveau d'aperception. Je comprends pas pourquoi on dit on peut remplacer aperception par perception. Non, C'est ça que je dis. Non, mais parce que ça c'est parce que bon, parce qu'on a beaucoup présenté ça, mais je présente vite fait. Non, mais continue. Non, mais bon, je dis, c'est-à-dire que nous partons de la c'est pas nous qui avons, c'est pas une hypothèse à nous, d'un point de vue neurophysiologique, il y a au moins 4 niveaux. Le niveau de la perception, alors bon, je vais donner l'exemple de Leibniz qui est le plus clair. Leibniz, il va dire, je perçois des milliards de gouttelettes. Je perçois, c'est-à-dire qu'effectivement, mon corps est en rapport avec des milliards de gouttelettes. Mais je aperçois la vague. Non? Donc, mon corps ne peut pas apercevoir, c'est-à-dire faire une image concrète et qui détermine un soi et un non-soi. Non? Alors, il va dire, il y a certainement un tas d'animaux qui ne perçoivent pas la vague, n'est-ce pas? C'est-à-dire avec les X, chaque espèce construit des choses différentes, n'est-ce pas? Et alors, nous apercevons une vague. Et Leibniz dit, mais il y a des milliards de gouttelettes. Oui, mais milliards de gouttelettes, c'est une image à nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en sait, nous? Qu'est-ce qu'ils font d'autres espèces? Imaginons même des espèces, je sais pas, des micro-organismes, vous imaginez, pour un micro-organisme, il n'y a même pas des milliards de gouttelettes, vous voyez? Alors, qu'est-ce que chaque espèce fait avec son milieu, dépend de ce qui va les constituer. Alors, il suffit de voir qu'un oiseau vole, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il fait avec l'air, un oiseau? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il peut faire? Une espèce, elle est avec l'air. Elle peut voler. Nous, avec l'air, on ne peut pas voler. Vous voyez, donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on construit? Qu'est-ce qu'on construit avec des éléments de la perception, des éléments de base de la perception. Alors, les éléments de base de la perception, c'est cette sorte de pré-soi, n'est-ce pas? Cette sorte de substance vague, non, un peu difficile à nommer, parce que toute nomination est déjà excessive. Hein? Et alors, effectivement, chaque espèce, avec X, construit ses propres aperceptions. Après, effectivement, des espèces qui possèdent des mécanismes de conscience, ils sont des images conscientes, et les humains, ils sont des images de conscience réflexive, c'est-à-dire ils pensent la pensée. Bon. Alors, les différents niveaux d'aperception, il faut les comprendre comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire comme la participation et l'interaction permanente dynamique entre différents niveaux et modes d'organisation dans le sens organique là, non? Alors, oui, l'autre exemple qu'on avait donné, c'est celui de, L'Aquila, le tremblement de terre. Hein? C'est effectivement, bon, c'est un exemple assez terrible qui donne le mec qui avait fait un documentaire sur les tremblements de terre. C'est assez terrible, mais c'est illustré assez bien de quoi on parle. Hein, c'est-à-dire,
il y avait les dirigeants, les directeurs du journal local qui parlait comme ça. Alors il dit il avait perdu ses 2 enfants dans les tremblements de terre. Et les mecs, ils recevaient les informations des géologues de Rome, n'est-ce pas? Ils disaient non, non, il n'y aura pas de tremblements de terre, il n'y aura pas de tremblements de terre. Alors lui, il recevait des informations. Et les mecs, ils racontent une histoire terrible et édifiante, n'est-ce pas? Il dit que la veille du tremblement de terre qui a eu lieu la nuit, ces 2 enfants, ils ont dit papa, il se passe quelque chose, on va mourir, on va mourir. Alors, c'est pas qu'ils étaient hystériques, certainement, les enfants avaient la possibilité d'apercevoir que les bêtes, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose là qui entrait dans leur perception, pendant que l'autre, avec sa conscience, dans l'information consciente, n'est-ce pas, et non pas la perception corporelle, c'était ni plus ni moins que les responsables du journal local qui rassurait les habitants en disant il n'y aura pas de tremblement de terre. Non? Et alors, effectivement, c'est-à-dire, bon, c'est un exemple un peu avec Stabilo, mais bon, disons que dans le tsunami, ce qu'on voit, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est comment les animaux agencés, non, ils arrivent à s'auto-affecter sous le mode il y a un danger. Vous comprenez? Alors, quelqu'un peut ouvrir. Alors, il y a un danger n'est pas une information, hein, on est clair là-dessus, ce n'est pas une information qui arrive. Il y a une interaction qui produit dans ces organismes agencés organiquement, produit un agir qui les sauve. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il y avait des éléphants qui cassaient leurs chaînes, ils s'échappaient, des animaux fuyaient, etc. Bon. Alors, ça pour dire que les découpages que nous pouvons faire, les découpages qui est possible de faire en disant, bon, jusque-là, c'est du vivant. Non? Bah, ces découpages-là possèdent un sol, un plancher. Et c'est ce que nous essayons d'aborder ce soir. N'est-ce pas? Comment on définit ces planchers, hein? C'est-à-dire ces planchers dans lesquels, voilà, par exemple, on dit tout un principe organique. Alors, si j'applique un principe organique à l'arbre, ça fonctionne, effectivement. Alors, les principes organiques sont maintenance de l'identité par perte de parties, transformation des matières capturées pour faire ses propres protéines, etc. Bon. Et alors, si moi j'applique ça à un arbre, ça fonctionne, même si l'arbre il est un peu isolé, c'est-à-dire c'est ce que nous voyons, c'est-à-dire on peut isoler un arbre, sortir un arbre de son milieu naturel, et dans certaines conditions, il a une autonomie organique qui lui permet de mal vivre, mais de vivre. Mais c'est ce qu'on fait avec des chats, des chiens, n'est-ce pas? Et il y a des limites, hein, c'est-à-dire c'est pour ça que par exemple dans les zoos, c'est très difficile que les espèces se reproduisent. Par exemple, c'est très difficile parce que effectivement c'est très compliqué. C'est très compliqué, même si nous identifions des unités qui sont des unités qui fonctionnent d'après un principe organique, isoler les unités organiques trop des milieux organiques dans lesquels ils s'agencent, c'est pas toujours évident. Hein, c'est pas toujours évident. Alors bon, voilà, c'est-à-dire si j'applique ça à un arbre, un oiseau, mais si j'applique ça par exemple à une feuille de l'arbre, ben, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que la feuille de l'arbre n'a pas ces principes intensifs organiques qui lui permet d'avoir un minimum d'autonomie. Bon, ça c'est exactement ce qui nous arrive à nous, hein, c'est-à-dire si quelqu'un s'est fait amputer d'une jambe, on ne va pas enterrer les bonhommes et garder la jambe, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a un principe empirique de dire, bon, effectivement, de quel côté se trouve l'unité organique. Alors, par rapport à ça,
par rapport au plancher, effectivement, ces planchers-là n'est pas un plancher pour nous de type réaliste naïf, n'est-ce pas? Ces planchers n'est pas quelque chose qui existe pour soi et en soi. Hein, c'est-à-dire, ce qui fait plancher pour l'existence des niveaux organiques, c'est qu'on peut découper, ce qu'on ne peut pas découper. Pour nous, d'un point de vue phénoménologique, n'existe pas pour soi et en soi. Hein? Alors c'est pour ça que la dernière fois, justement, on évoquait celui qui découpe, celui qui découpe apparaît comme le sujet à la fois et du découpage et de l'acte. Hein? C'est-à-dire, celui qui découpe, non, un être vivant découpe des unités dans son milieu. Pourquoi? Parce que lui-même, il est lui-même discret. Non, il est découpé. Non? Hein? Il est discret. S'il est discret, tu ne racontes rien sur le voisin. Non, mais je veux dire, explique. Dans ce contexte... Eh bien, discret par rapport au contenu. Par rapport au contenu. C'est-à-dire que c'est discret, ça veut dire découpé par rapport à un contenu quelconque, non? C'est-à-dire que le vivant est par excellence ce qui existe parce qu'est discret, donc parce que fini. Hein? Et parce que fini, il découpe, il a un rapport de découpage, de discrétisation et de co-construction d'un monde. Hein? C'est-à-dire qu'effectivement, si nous pouvons identifier un arbre, c'est parce que dans notre composition discrète, hein, dans notre propre composition discontinue par rapport à... Voilà. Et ces X-là se présentent comme un arbre. Vous comprenez? Pour une bactérie, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais des arbres. Pour un oiseau, c'est pas sûr qu'il y ait un arbre. Vous voyez, c'est-à-dire que, donc, ce qu'on discrétise, ce qu'on découpe, parle beaucoup plus de notre composition que de la chose en soi. Hein? C'est pour ça que nous disons que le découpage n'est pas en soi, il est pour soi. Hein? Dans la terminologie kantienne ou phénoménologique, phénoménologue, c'est pour soi, c'est-à-dire que pour un individu d'une espèce, pour des espèces agencées, articulées, il y aura des découpages qui sont X tolérants. X tolérant, ça veut dire que X, non? Il y a quelque chose, il y a certainement quelque chose qu'on découpe, il y a quelque chose avec lequel on interagit, que c'est ce que Michel Henry appelle les contenus résistants. Et alors, effectivement, par rapport à ces X, n'est-ce pas? Chaque espèce peut produire certaines choses et ne peut pas produire d'autres. Pour les humains en particulier, mais aussi pour d'autres espèces, la apperception aussi est modifiable par rapport à l'association des techniques. Vous comprenez? C'est-à-dire que, par exemple, les microscopes électroniques, n'importe quel microscope, même une loupe, tout à coup permet qu'à partir de quelque chose que, pour nous, avec nos yeux normaux, apparaît sous un certain découpage comme un plancher, quand on associe des instruments techniques, tout à coup, on peut découper la chose autrement. Bon, c'est compréhensible ça. Oui. Sans parler de ce qui est dans la physique, voilà, des quantums, des particules, dans la physique des particules, tout à coup, on est en interaction, on arrive à apercevoir, c'est-à-dire qu'effectivement, ces objets-là ont un certain mode d'existence pour nous, parce qu'on s'agence avec des machines qui nous permettent d'interagir autrement, tout autrement, que nous avec notre corps et nos 5 sens. Alors, le réalisme naïf, effectivement, est moins naïf. Part de la base, on donnait comme base
l'idée quand même qui va finir avec le monde digital par l'identification de la carte avec les territoires. Alors, les origines nobles, effectivement, on peut les situer chez Galilée, quand il va dire l'arbre de la nature est écrit en langage mathématique, non? Mais après, petit à petit, les mathématiques qui ne correspondent pas forcément à l'objet, hein, c'est-à-dire il y a une mathématique qui renvoie plutôt à un réel rationnel, un rationnel réel, mais qui garde quand même cette autre de référence, petit à petit, jusqu'à arriver au monde digital, la carte, l'instrument symbolique va devenir le réel. C'est l'état actuel des choses. Alors, pour Galilée, il est très central dans ce devenir parce que Galilée, c'est le premier qui va clairement extraire les sujets de l'expérience, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le sujet qui expérimente ne modifie en rien l'expérience. Si le sujet de l'expérimentation modifie l'expérience, c'est parce que quelque chose ne fonctionne pas. À tel point que, bon, effectivement, c'est la fameuse histoire de la tour de Pise, la pierre qui tombe à la même vitesse que la feuille, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je ne sais pas si Galilée a monté à la tour de Pise et il a jeté une pierre et une feuille, mais si jamais il l'a fait, il a vu que non, qu'il ne tombe pas à la même vitesse, n'est-ce pas? Mais peu importe, n'est-ce pas? Peu importe, parce qu'effectivement, la question c'est que dans certaines conditions, patatim, patatin, donc en extrayant non pas seulement les sujets de l'expérience, mais le contexte dont le sujet fait partie, si on extrait tout ça, il y a quand même quelque chose qui se passe comme ça. N'est-ce pas? Bon, c'est quelque chose qui se passe comme ça. Il ne faut pas comprendre que le sujet qui s'extrait de la mathésis universelle, ce n'est pas le sujet humain, en chair et en os, hein, c'est-à-dire le sujet qui s'extrait, c'est le sujet de la connaissance. Hein, c'est-à-dire, Or, si je dis ça, c'est parce qu'effectivement, ce qui va attaquer les principes d'universalité de la connaissance, de l'universalité de la vérité, etc., et la réintroduction du contexte et du sujet. Mais alors là, c'est le sujet en chair et en os, n'est-ce pas? Le sujet en chair et en os, décor. C'est-à-dire, tout à coup, bon, c'est ce qu'on assiste actuellement. Alors, avant de continuer, je voulais dire un petit truc pour nous situer, après on va passer au mode de découpage anthropologique tel comme Descola le présente. Nous allons continuer la prochaine fois et les autres fois en développant un tout petit peu ce qui est notre époque, ce qui marque notre époque. Là, on va voir les différents découpages dans des époques et dans des ontologies et des cultures diverses, si on veut dire comme ça. Mais effectivement, notre question est qu'est-ce qui peut agir aujourd'hui, hein? Quelles sont les conditions de l'agir aujourd'hui, quelles sont les conditions de compréhension aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de sortir de cette impuissance. De ce point de vue-là, nous allons voir aujourd'hui ce que Descola présente comme les 4 ontologies, tout en sachant que nous sommes en train de vivre une époque fortement marquée par l'éruption de cette nouveauté qu'on nomme la complexité. Et de notre point de vue, c'est ce qu'on va développer, l'hypothèse lourde est que la complexité, le séminaire s'appelle comme ça, penser et agir dans la complexité, et bien pour nous, la complexité n'est pas un mode d'analyse, ce n'est pas une méthode d'analyse, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un instrument. Pas? La complexité est la façon dont le monde se présente à nous, mais qui nous modifie à nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la complexité n'est pas à comprendre comme bon, tout à coup j'ai une théorie, un instrument qui me permet de mieux comprendre ce qu'est le positivisme linéaire ou la dialectique ou la magie ne me permet pas de bien comprendre, n'est-ce pas?
nous allons présenter là les travaux de Scola, dans le sens auquel ces paradigmes, pour dire comme ça, ne sont pas des paradigmes cognitifs, sont aussi des paradigmes cognitifs. Mais dans tous les cas, c'est dans le sens un peu spinoziste, quand Spinoza il va déterminer les deux attributs de la substance, la pensée et l'étendue. Alors, la pensée et l'étendue sont deux catégories que, c'est pas qu'une représente l'autre, c'est pas que l'une renvoie à l'autre, ce sont deux catégories, mais deux catégories qui, d'une façon ou d'une autre, interagissent, interagissent. Hein? Alors, Kant il présente ça comme le schématisme, c'est le sujet du schématisme kantien, et Spinoza va présenter ça comme les idées adéquates. Hein, les idées adéquates. Mais ce que nous voulons présenter ce soir, c'est les côtés de la matérialité. C'est pas la matérialité. Pour dire quoi? Pour essayer de montrer dans des mondes différents, hein, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, donc non pas comme dire il nous faut une pensée complexe pour pouvoir comprendre les mondes, sinon comprendre qu'en non-complexité, à une époque, pour le dire comme ça, matérielle, objective, qui pas seulement transformerait un monde face auquel on serait, mais qui transforme l'ensemble du monde, nous y compris. Okay. Alors, voilà, on va présenter donc les 4 ontologies. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez sans doute entendu au moins parler des 4 ontologies de Scola. Oui. Oui. Il les a développées dans son livre Nature et culture. Voilà, tout à fait. Donc les 4 ontologies, il les a présentées notamment dans Par-delà Nature et culture, qui a été publié en 2005 chez Gallimard de mémoire. Donc c'est une œuvre, hein. C'est 700 pages. 700 pages. Ouais. Avec 700 pages. Je l'ai lu. C'est effectivement un travail colossal qui est rendu, voilà, qui nous fait voyager aux 4 coins du monde et sur tous les continents. Effectivement, dans Par-delà Nature et culture des Scola, présente les 4 ontologies dont on va parler, mais surtout, il expose la théorie anthropologique qui soutient les hypothèses de ces 4 ontologies. Et dans effectivement la théorie anthropologique que Descola soutient, on va retrouver ce que Miguel vient d'évoquer, c'est-à-dire que ces ontologies ne sont pas seulement un récit, hein, c'est pas seulement un récit, une histoire, c'est que effectivement c'est inscrit, ancré dans la matérialité des humains, de la spatialité, et aussi bien sûr derrière après des figurations, des représentations. Alors, avant d'aller aux ontologies, je vais quand même simplement vous dire, dire comment Descola lui-même définit l'objectif derrière son travail. Donc là, je vais simplement le citer. Donc quand Descola effectivement présente ou introduit ces 4 ontologies, il évoque sa visée. Ainsi, il évoque la nécessité de rendre intelligible la façon dont les organismes d'un genre particulier s'insèrent dans le monde, en acquièrent une représentation stable et contribuent à le modifier en tissant avec lui et entre eux des liens constants et occasionnels d'une diversité remarquable mais non infinie. Non infinie, on va vite comprendre effectivement, hein, Descola avait défini 4 ontologies. On verra que ces ontologies ne sont pas exclusives. Faut pas voir ça comme des mondes clos et fermés. C'est des tendances qui peuvent se superposer. Donc faut pas prendre ça de manière caricaturale comme un monde clos ou qui succéderait à l'autre ou qui coïnciderait à côté d'un autre. Si on parle d'ontologie, hein, parce que souvent ça provoque un choc, 4 ontologies. L'ontologie est la science de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire ce qui est. C'est-à-dire,
alors même, il y a pas mal de phénoménologues, d'autres courants philosophiques qui essayent d'éviter l'ontologie, n'est-ce pas, ou d'épistémologues comme Jean Petitot essayent justement de dire non, 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 pas d'ontologie, parce qu'on ne peut pas avoir une science de l'être en tant qu'être. C'est quoi l'être en tant qu'être? Si pour des scolaires, si les scolaires utilisent le concept d'ontologie, c'est justement pour aller jusque-là, pour ne pas dire, ce ne sont pas quatre épistémologies, vous comprenez? Ce ne sont pas quatre modes de connaître le même monde. Vous voyez? C'est ça, les points centraux qu'il faut comprendre, c'est ça, parce que c'est quelque chose de très contre-intuitif. On a l'habitude de faire de l'anthropologie, de lire de l'anthropologie, je ne sais pas, toujours avec l'idée quand même désontologiser. Vous voyez, l'ontologie n'a rien à voir là-dedans. Quand on fait de l'ontologie, c'est justement pour dire, bon, grosso modo, il y a des traits en commun pour tous. Non? C'est au contraire. Non? Donc là, quatre ontologies, d'un point de vue philosophique, c'est quand même un truc un peu bizarre, non, de dire quatre ontologies. Mais ça veut bel et bien dire ça. Hein? C'est-à-dire que des modes d'être en tant qu'être divers. Vous voyez, c'est-à-dire, moi j'appuie là-dessus par rapport à la différenciation, hein, c'est différentialiste, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui est différent dans l'être. Hein. Il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire il dit ce qu'on va présenter là est différent dans l'être. Hein. Et d'ailleurs, c'est dès le départ, et c'est aussi l'un des intérêts ou l'originalité aussi du travail de Descola, c'est qu'est-ce que Descola pose comme exigence pour produire ces ontologies? Eh bien, c'est que l'anthropologie elle-même fasse l'effort de se débarrasser du dualisme qui lui est constitutif. Hein, et du dualisme, évidemment, qui est l'hérite de la propre ontologie dont elle est issue, qui est, on va le voir, le naturalisme. Donc c'est le titre, hein, et là, par-delà nature et culture, Descola, effectivement, pose comme préalable à la définition de ces ontologies la nécessité de dépasser la séparation, cette séparation entre nature d'un côté et culture de l'autre. C'est plus qu'une séparation d'ailleurs, c'est une opposition entre nature et culture. Qui correspond à une des quatre ontologies. Qui correspond à une des quatre ontologies, le naturalisme, et le naturalisme qu'on associe, enfin en tout cas même Descola associe lui-même au moderne, à la modernité. Voilà. Donc se défaire de cette ontologie, c'est vrai que il y a la justification scientifique et postulat théorique de Descola, mais il y a aussi des justifications quasi intuitives aussi que Descola donne rapidement tout de suite, qui sont simplement que ce dualisme-là, cette séparation n'a en réalité absolument pas l'universalité qu'on lui prête. Et il avance deux arguments. La première, c'est que pour les non-modernes, pour les sociétés humaines non modernes, ce dualisme est complètement dépourvu de sens. Deuxième argument, là qui est strictement chronologique, hein, c'est pas, là pour le coup il n'y a pas une démonstration de 700 pages, c'est que le naturalisme arrive en réalité, le naturalisme à l'origine, ou en tout cas le naturalisme fondé notamment par cette séparation, cette opposition nature-culture, arrive en réalité très tard au cours du développement de la pensée occidentale. C'est le XVIIe siècle. Alors même si c'est vrai que on va voir, je ne sais pas si on a le temps en fait, dès le XIVe et le XVe siècle, on voit des traces de naturalisme dans voilà. Le naturalisme, juste, c'est parce que notre société... Non, on va partir du naturalisme, pourquoi? Parce qu'on part de nous. Alors, le naturalisme, donc la modernité, l'idée de l'humain sujet, la nature objet, c'est parce que c'est l'invention de la nature. Je vais dire, c'est l'invention de la nature. Notre culture a inventé la nature. Tous les autres trois ontologies qu'on va voir, pour aucune des trois, il y a quelque chose qui oppose l'humain à la nature. Vous comprenez? C'est pour ça. Nous sommes dans encore, parce qu'effectivement, la rupture actuelle est une rupture avec ça. Hein, mais disons que nous, en tant que postmoderne, résidu de modernité, comme on veut, mais quand même, on est les derniers de cette
culture, cette ontologie, parce que culture, il ne faut pas dire, ça serait un contresens, de cette ontologie qui se fonde, qui structure les vivants à soi-même, tout, comme une nature en face de la culture, en face de l'homme. Hein. Et c'est ce que tous les auteurs, aussi opposés soient-ils entre eux, vont suivre un peu Descartes, dans le sens de l'homme doit dominer la nature. Hein. Il y a une guerre entre la nature et l'humain, etc. Et la vérité, c'est que même encore aujourd'hui, la plupart des gens qui ont une pensée progressiste, disons, enjamber la différence nature-culture, allume toutes les alarmes rouges en disant vous êtes fasciste, n'est-ce pas? C'est-à-dire parce que s'attaquer à la division sacrée, parce que c'est un sacré laïque, mais c'est un sacré. J'ai été surpris parce que j'ai lu récemment Pic della Mirandola, qui est de la Renaissance, qui est déjà là-dedans. C'est-à-dire dans la dignité humaine, il conçoit l'homme en opposition à la nature. C'est le fondateur de l'humanité. Pic della Mirandola, c'est considéré. C'est un peu le fondateur. Et il est déjà dans cette ontologie. Non, mais c'est lui, carrément, Pic della Mirandola, et c'est lui qu'on considère historiquement comme le fondateur de l'humanisme. Théorique. Oui, tout à fait. Ouais. Donc Descola, effectivement, lui, il va dire on ne peut pas engager le travail qu'il a présenté à travers la lecture que je viens de vous faire à partir du naturalisme qui ne peut pas être un étalon pour rendre compte, pour juger, non pas des cultures, mais des ontologies distantes dans l'espace et dans le temps. Hein. Donc, au mieux, effectivement, le naturalisme est un de ce qu'il appelle ses schèmes, des schèmes généraux d'objectivation du monde, d'autrui et de soi. Et donc, la question est de savoir quels sont les autres schèmes et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Voilà, donc, tout le travail de par-delà la nature et culture, ça va être d'identifier ces schèmes, des schèmes qui fonctionnent en fait sur ce que Descola appelle lui-même des modes de structuration de l'expérience individuelle et collective. Alors, il identifie plusieurs. Il identifie parmi ces modes de structuration de l'expérience, parmi ces modes de structuration de la pratique du rapport au monde, il va identifier notamment la temporalité, la spatialisation, la figuration, je crois, de mémoire, j'en oublie. Mais lui, il va s'intéresser seulement à deux modalités de structuration que sont ce qu'il appelle l'identification et la relation. Et alors il faut en passer un peu par cette dimension méthodologique qui décrit l'identification comme la relation. C'est des chapitres à part entière. Là, je le fais un peu en prenant... en présentant les modes, on peut voir la... Voilà. Alors, c'est pas trop abstrait. Quoi. Ce que Descola appelle l'identification, effectivement, c'est ce mode à travers lequel va opérer un découpage, un discernement, il ne le dit pas, mais je pense qu'on pourrait le dire, une forme de discrétisation des existants. D'accord ? Donc c'est ce travail-là de discrétiser, de découper des unités, même des unités primaires, d'accord, qui vont se détacher du flux continu et de leur attribuer des propriétés ontologiques. Donc ça veut dire aussi que cette modalité d'identification, c'est aussi une médiation entre le soi et le non-soi. Voilà. Et la relation, eh bien la relation, c'est tout simplement, il faut voir derrière tout le développement, parce qu'en réalité, les hypothèses que pose Descola viennent non pas contredire, mais divergent un peu de ce que pense le structuralisme. Voilà, donc c'est pas. Mais la relation, c'est quoi ? Eh bien, c'est les liens qui vont s'établir entre les existants, qu'ils soient humains, non humains, vivants, inertes. Et alors, évidemment, si vous attribuez par exemple la propriété de personne à un animal, c'est pas la même chose que de définir la relation, effectivement, qui va s'établir entre une entité humaine et l'entité animale définie en tant que personne. Et il est évident que dans l'ontologie animiste, on voit bien la diversité des rapports, la diversité des relations qui s'établit entre les humains et les non-humains assimilés
à des personnes avec une arme, on va y revenir. Voilà. Donc, je présente les 4 mots, parce que sinon ça fait un peu abstrait. Non, mais je vais lire la définition. Les 4 noms, tu vas présenter les 4 Si, je vais vous présenter les 4, je vous lis juste la définition, au moins des ontologies. Enfin, c'est pas la définition qu'ils donnent dans... par-delà la nature et culture, mais je vais quand même vous donner la définition que donne Descola. Voilà, après, vous irez voir les 700 pages pour... voilà. Non. Alors, donc là, je cite Descola, et la citation ne vient pas de l'ouvrage. On ne représente que ce que l'on perçoit ou imagine, ce qu'on a appris à discerner dans le flux des impressions sensibles et à reconnaître dans l'imaginaire. Ce formatage du discernement dépend des qualités que nous avons l'habitude de prêter ou de dénier aux choses qui nous environnent ou à celles que nous figurons dans notre fort intérieur. Ces qualités forment un système à l'intérieur de ce qu'on appelle traditionnellement les ontologies. Plus loin, les ontologies guident nos inférences quant à la nature des choses, de sorte que le nombre de modes au sein desquels nous pouvons vivre simultanément n'est pas illimité. 4 ontologies. 4 ontologies, chacune organisée selon les continuités et discontinuités. Ça, c'est donc voilà, ce découpage repère effectivement des discontinuités et des continuités. Et vous allez voir qu'il y a même une présentation des 4 ontologies uniquement en regardant où s'effectuent les continuités, où s'effectuent les discontinuités. Et il y a des ontologies d'ailleurs qui vont avoir, comme l'animisme, où il y a une espèce de danger du continu. Voilà, il y a une espèce de danger du continu. Et donc il faut effectivement comment dire, il y a un mode de production presque forcé de discontinuité, qui seront dans le cadre de l'animisme des discontinuités liées à la forme des corps physiques, ce qui sera tout simplement l'inverse du naturalisme. Bon. Alors, les 4 ontologies, on commence par quoi, le naturalisme? Ben non, c'est pas. Le naturalisme. Celle qu'on connaît. Celle qu'on connaît. Le naturalisme, on connaît. Oui, le naturalisme. Donc pas celle qu'on connaît. D'accord. Non, mais vous voyez bien comment on découpe et comment on construit les unités, nous. C'est-à-dire, voilà, on ne doute pas qu'une table est inerte. Intuitivement, même, par exemple, tous les travaux que nous faisons pour essayer de définir la singularité des vivants, pour 99% des gens, c'est un travail inutile parce qu'effectivement, ça relève d'un tel découpage. Et ce découpage n'est pas épistémologique, ça nous constitue, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous sommes constitués d'une certaine façon qui fait que, pour nous, la différence vivant-inerte va de soi, la différence, je ne sais pas, végétale-animale, comment on découpe des unités et comment on se conçoit nous-mêmes, n'est-ce pas? Alors bon, ça, grosso modo, ce qui est intéressant, c'est de voir comme tu veux. Non, bon, on commence par l'animisme. Bon. Alors l'animisme, bon là je pense que c'est pareil, c'est une des 4 ontologies qui est la plus connue parmi les 4 après le naturalisme. Donc l'animisme, parmi les groupes humains, je me méfie, hein, j'ai pas les codes de l'anthropologie, alors j'emploie des termes avec beaucoup de prudence pour pas moi-même tomber dans le dualisme culture-nature. Bon, donc c'est typiquement les Inuits, hein, on trouve évidemment des cas d'animisme emblématiques parmi les Inuits, mais aussi évidemment parmi toutes les communautés d'Indiens amazoniennes, en Sibérie aussi, dans le sud-est asiatique, dans certaines parties de en Mélanésie. Voilà, donc l'animisme n'est pas concentré dans un espace, dans une zone géographique du monde. C'est réparti sur l'ensemble de la planète. Alors, le trait principal, le trait caractéristique de l'animisme, là je vais vite encore, eh bien, c'est tout simplement que les animaux, les plantes et les esprits vont être traités comme des personnes. C'est-à-dire qu'on va conférer aux humains comme aux non-humains une intériorité. Aux humains, non-humains et à des objets que nous considérons comme inertes, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en Chine, par exemple, il y a des montagnes sacrées parce qu'ils possèdent une âme animée, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en tant qu'il y a des humains, dans les cultures animistes, c'est tout à fait concevable que
un humain, c'est pas parce qu'il est un humain qu'il est animé. Il peut être dépendant, il peut être possédé, il peut être un automate, n'est-ce pas? Il peut être une sorte je sais pas, des morts vivants, n'est-ce pas? Mais la distribution de ce que nous appelons sujet, c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est qui agit, hein? Ce qui est animé, ce qui agit, ben, cette distribution sera pour dire, bon, c'est dans une forme, dedans on lui reconnaît une âme, donc on la reconnaît comme ce que nous appelons personne. Hein? C'est intéressant quand même juste d'avoir l'écho de ce qu'on a parlé dans l'avant-dernier séminaire par rapport à ce qui est en train d'arriver depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est que dans notre culture, on est en train de nommer personne à des non-humains, hein, c'est-à-dire des gorilles, on lui donne une unité de personnes juridiques à un fleuve, à une forêt, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, bon, pour nous c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu nouveau, un peu bordélique, mais bon, c'est plutôt... Moi je vous montre les images de l'animisme que Descola a... Vous n'avez pas cité l'Afrique pour les parties de... Si, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Non, je n'ai pas cité, pardon, mais oui, enfin, il y a bien sûr... Vous voyez, c'est-à-dire, ça c'est par exemple très très clair la représentation de l'animisme. C'est-à-dire la figure qu'il y a dedans. Hein, c'est-à-dire, c'est les cachets. L'animisme renvoie à ce que nous nommons personne, hein, comme le cachet. Les cachets derrière autre chose. C'est-à-dire que ça ne se donne pas comme ça. Ça ne se donne pas par la forme phénoménale. Hein, ça ne se donne pas par la forme apparente. Ce sont différentes formes. Lui, il est dans quelque chose. Lui, il n'est pas la forme extérieure. Lui, il est dans quelque chose. Alors, effectivement, les animaux, les plantes, les esprits ont une âme, donc ont des facultés de discernement, on leur prête des intentionnalités, on leur prête également des jugements moraux, et ils ont même une forme d'organisation, on pourrait dire, on dit en vie sociale, analogue aux humains, hein, c'est-à-dire qu'ils ont des vies de famille. Hein, les animaux ont une vie de famille, ils font la cuisine, il y a un chef, ils ont leur rituel. Donc il y a vraiment une continuité de l'intériorité. Hein, dans l'animisme, il y a une intériorité qui est partagée dans un continuum entre les humains, notamment les humains et les non-humains. Par relation. Et donc les différences, les discontinuités, elles se font davantage au niveau des formes physiques. Hein. Et par forme physique, alors, faudrait rentrer un peu dans le détail, mais en réalité, la différenciation, elle réside pas tant dans la forme des corps plutôt que dans les modes de vie. Hein. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, certaines entités se manifestent aux humains, ils vont prendre une apparence humaine. L'apparence humaine n'est pas définie par la nullité du corps. Hein. Elle va être définie par des attributs, par des ornementations, par des techniques qui sont vraiment ce qui va marquer la discontinuité entre les différentes entités dans l'ontologie animiste. Voilà. Donc il y a une parfaite continuité, il y a une continuité de l'intériorité et une discontinuité qui se joue au niveau de la physicalité. Voilà. Donc c'est ça qui est particulièrement saisissant de notre point de vue à nous, c'est qu'on est vraiment dans un schéma inversé. Parce que si vous prenez le naturalisme... Là, c'est par rapport au cachet, et là, c'est par rapport à la discontinuité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la personne n'est pas personne parce que dans son corps, elle est personne. Il faut quand même qu'il y ait des signes qui permettent de dire que cet être est une personne. Vous comprenez? C'est-à-dire de la même façon que l'autre cachet, un animal, un arbre, une montagne, auront cette qualité de personne,
non pas de par sa forme physique, mais par des traits qu'on reconnaît comme permettant de savoir que dedans il y a quelqu'un. Donc les personnes sont revêtues vraiment d'un corps animal, même d'un habit, d'accord, d'un habit dont elles peuvent se débarrasser, notamment pour rentrer en communication avec les humains. Donc d'ailleurs, dans l'animisme, il y a plein de cas de métamorphose, de métamorphose qui opèrent notamment au moment où les rapports s'établissent avec les humains. Alors ces rapports souvent s'opèrent dans le cadre des rêves, mais pas uniquement. Alors, je pense qu'on a le temps là, vous lire par exemple un exemple du rapport entre... Non, je vais en mettre là. Entre les chasseurs Jivaro en Inde et comment effectivement s'établit ce rapport qui n'est pas seulement, comment dire, ce rapport-là n'est pas une sorte de superstition dans le cadre ou de rapport un peu irrationnel, alors que les Indiens auraient un rapport très objectif, très technicisé avec leur environnement. C'est-à-dire que vraiment, le rapport, et notamment, je vais vous dire le passage, mais les chasseurs chantent un chant au moment où ils s'apprêtent à prendre pour cible un singe. Et donc, ils lui chantent un chant. Et effectivement, on a dit, l'anthropologie n'a plus à tant dire, mais en fait, c'est purement performatif. Non, en réalité, le chant, il a vraiment un rôle opératoire. C'est-à-dire que vraiment, il y a une dimension existentielle qu'on ne peut pas séparer du reste des techniques qui peuvent nous apparaître plus objectives. Et donc, non, en réalité, il y a le même niveau d'objectivité, d'existence dans le rapport entre la technique de chasse et le chant que chante le chasseur au moment. Je vais vous lire le passage, c'est intéressant parce que c'est à mon avis ce qui montre aussi, là, c'est là, à mon sens, réside l'originalité du travail si je retrouve de Discola, si je retrouve le passage. Voilà, c'est là. Donc j'ai oublié, j'ai pas noté le nom de la tribu, mais en tout cas c'est dans le cadre effectivement des Indiens Jivaro. L'incantation magique n'est pas opératoire parce qu'elle serait performative, parce qu'elle accomplirait ou rendrait possible aux yeux de celui qui la chante le résultat qu'elle suggère. Puisqu'en gros c'est un chant de mémoire qui demande à la fois de se laisser, voilà. Et il les promet qu'à son tour, lui aussi, il sera pris. Voilà. Elle est opératoire à ce qu'elle contribue à caractériser et donc à rendre effective la relation qui s'établit à un moment donné entre un certain homme et un certain animal. Elle rappelle les liens existants entre le chasseur et les membres de l'espèce. Elle qualifie ces liens dans le langage de la parenté. Elle souligne la connivence entre les parties en présence. En somme, elle sélectionne dans les attributs de l'un et de l'autre ce qui donneront à leur face-à-face une plus grande réalité existentielle. Alors le chant s'appelle l'anent, je ne sais pas si je prononce correctement. L'anent de chasse n'est donc pas isolable comme une scorie symbolique s'ajoutant à un processus technique. Elle ne vise pas au premier chef à obtenir un résultat utile, elle n'est ni un additif ni un palliatif. Elle permet de rendre présent et de mettre en scène un système de rapport existant auparavant à l'état virtuel, de façon à donner un sens à une interaction conjoncturelle entre l'homme et l'animal, par un appel sans ambiguïté à leur position respective. Ce qui est intéressant, non, par rapport à cette petite présentation qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'extrapoler à notre naturalisme, à notre naturisme, non, ça. Parce que nous, en tant que, dans notre rapport duel, non, culture-nature, homme-nature, etc., on considère que nous, on est la civilisation ou l'ontologie qui aurait éliminé le superflu. Vous comprenez? C'est-à-dire, on dit, si je vais me bouffer les singes qui est là sur la branche, je ne vais pas lui chanter une chanson, quoi. C'est-à-dire, sur quoi je risque de chanter mal et les singes se barrent, vous voyez. C'est-à-dire, alors, bon, l'idée de que je suis dans une sorte de partage, de relation de partage, n'est-ce pas, de partage, ça veut dire l'existence des liens subtils qui nous tissent les singes, moi et la forêt, n'est-ce pas?
Alors, nous, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir petit à petit, non, en quoi notre mode de vie, notre mode de monde, notre ontologie, justement découvrir ça derrière l'apparente rationalité, vous voyez, de notre monde. Parce que bon, ce que nous savons de façon maintenant empirique, c'est qu'on n'est pas du tout rationnel. C'est-à-dire que notre société qui se croyait si rationnelle, etc., elle est d'un irrationnel immense. C'est-à-dire que... Mais ces premiers pas, disons, les premiers pas, c'est de dire, bon, effectivement, l'idée de l'homme rationnel, kantien, cartésien, etc., ça, grosso modo, on sait que ce n'est pas vrai. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir cette série de liens subtils, non, qui nous constituent et qui sont absolument nécessaires, tout à fait nécessaires pour que la vie se développe, vous voyez, de dévoiler ça, vous comprenez, de dévoiler, bon, on va pas, maintenant, si vous voulez, c'est pour justement les travaux de Scola, n'est-ce pas, les travaux de Lévi-Strauss au départ, hein. C'est justement de sortir, comme disait Bastien, de sortir des je regarde avec les regards universels, vous voyez, galiléen, le sujet de la connaissance extrait de la connaissance. Vous vous rappelez, je vous avais donné un exemple, mais c'est tout à fait l'exemple que je pensais par rapport à ce que disait Bastien, de cette copine psy de Milan qui, dans un centre pour migrants clandestins, s'occupe des femmes excisées et infabulées. Non? Et alors donc, le travail qu'on a commencé ensemble, c'est, je dis rapidement, d'abord, effectivement, elle a voulu se débarrasser de l'universalisme. N'est-ce pas? De dire, j'ai la vérité, toi tu es une sauvage, donc voilà. Ça, sans nier que pour elle, exciser une petite fille, c'était une horreur totale. Il ne s'agit absolument pas de dire, non, je mets en cause. Mais simplement, l'effort terrible est de dire mon monde s'est structuré comme ça. N'est-ce pas? Ce que j'ai en face de moi, ce n'est pas le vide ou la barbarie. J'ai un autre monde. N'est-ce pas? Alors, elle passe par 3 étapes, cette copine, le travail commun. Les premières, donc, c'est un refus de l'universalisme, de dire toi tu es un sauvage. Deuxième, le relativisme culturel. C'est comme ça de psy, non? Donc elle adhère à l'ethnopsychiatrie en disant chacun son truc. Chacun son truc ne fonctionne pas non plus, c'est-à-dire parce que chacun son truc, ça signifie quoi? Ça signifie que, alors, quel effort sophistique il faut pour être une jeune femme milanaise, vous voyez, psy qui travaille pour dire, bon, moi, j'ai une sexualité libre en tant que femme, toi, tu es excisé, chacun son monde, n'est-ce pas? Alors, les relativismes de l'ethnopsychiatrie, elle les refuse aussi. Et il apparaît ce qui va être notre question centrale, n'est-ce pas? Mais pas à développer aujourd'hui, c'est comment on construit du commun. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de ça? Comment on construit du commun? Mais, vous voyez, c'est-à-dire par rapport à ce que Bastien commence à développer là, l'effort qu'on a fait avec, d'abord c'était l'équipe, après à chaque fois moi des psy, finalement c'est resté Valentina toute seule, parce que c'est très très dur, vous voyez, comme exercice, de te placer, non pas dans cette centralité que l'universalisme occidental a créé. Il est très très dur, sans tomber dans le relativisme. Et ça, juste un mot de plus, d'autant plus difficile que l'universalisme, le naturisme auquel nous appartenons, eh bien, il est absolument en crise, en plus, vous comprenez? C'est-à-dire que, pas seulement, vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'est pas en 1800, vous comprenez? On n'est pas en 1800, on n'est pas convaincu absolument de cette vérité évolutive, vous voyez? Durkheim, par exemple, va considérer que la société de l'individu correspond à un niveau d'évolution supérieur de l'humanité. Par exemple, alors, voilà, si on est avec Durkheim, on regarde l'autre sans aucun problème, on essaie de l'éduquer, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est la difficulté de comprendre en profondeur le travail de Scola, non, de comprendre qu'on est en train de parler des modes d'être
complet, aucun est prélogique, aucun est irrationnel, vous voyez, et aucun est rationnel non plus. C'est-à-dire rationnel dans le sens que ce n'est pas structuré par la raison. Oui, je reviens à ta question. Donc, comment agir dans la complexité aujourd'hui? Comment vous, toi, en Italie, comment tu t'en es sorti, ou vous êtes sorti? Par quel agir? D'abord, on va développer les... Dommage. Par rapport à l'ontologie, je voulais poser. Dans quelle mesure la pratique de l'excision est reliée à une autre ontologie? C'est une question que je suis en train de me poser, c'est-à-dire, est-ce que dans la même ontologie, moderne, on ne pourrait pas imaginer une pratique d'excision, une pratique... si tu veux... à quel moment... C'est le lien entre les valeurs ou entre l'universel, ce que tu dis, et l'ontologie. Dans la même ontologie, il faut avoir plusieurs universels. Non, mais l'universel correspond seulement à une ontologie. L'universel correspond qu'à l'ontologie naturiste, tu vois. Il n'y a pas d'universel, il y a d'autres choses, tu vois, mais il n'y a pas... L'excision, tu la mets dans une autre ontologie que plutôt, oui, je pense, oui. Je ne sais pas. Si, quand même, oui, quand même. C'est-à-dire... Sans passer par le relativisme. Non, ce n'est pas une question de relativisme, c'est une question comme il fait des scolas, c'est-à-dire de reconnaître, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, dans le naturisme, dans l'humanisme, etc., dans toutes les ontologies, l'intouchable est le sujet qui agit. L'intouchable est le sujet qui agit. Pour les modernes, pour nous modernes, postmodernes, merdiques modernes, comme on veut, pour nous, ce qui est intouchable, c'est le corps humain, parce qu'il est porteur de l'humanité. Tu vois? Au 19e, il y avait quand même des excisions ici. Bien sûr. En Europe. Mais il y a tout. C'est-à-dire que les pratiques sont intriquées. Les pratiques sont de ça, mais il y a des choses sur le corps. Oui. Les pratiques sont intriquées. Mais tu vois, par exemple, c'est vrai que jusqu'à un certain moment, très peu de temps, c'est comme dans Surveiller et punir de Foucault, on décrit la torture et les tourments des Damiens. Mais c'est une pratique pré-moderne qui est en contradiction avec cette ontologie-là. Pourquoi? Parce que le corps ne doit pas être touché. Et c'est ce qu'on a développé plusieurs fois, je l'écris dans plusieurs bouquins, articles, etc. C'est ce qui s'est passé jusqu'à un certain moment avec la torture. On torturait partout, mais on torturait dans des caves cachées et on disait qu'on ne torturait pas, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas comprendre une ontologie comme quelque chose d'une cohérence absolue, vous comprenez? Il faut comprendre une ontologie comme un cadre matériel qui structure les découpages, dans lesquels toute transgression est possible, est faisable, est faite. Mais par rapport à la question de l'excision, c'est il y a eu, jusqu'à peu de temps, maintenant il y a un changement radical, non? Mais jusqu'à 30 ans, tu vois, il y avait des discussions par rapport à la circoncision. Pourquoi? Parce que, effectivement, tu vois, c'est-à-dire on disait non, les corps, il ne faut pas toucher au corps, tu vois, il ne faut pas toucher au corps. Et un symptôme majeur, dès qu'on est dans un autre dispositif tout autre, c'est que l'idée de la modification de ton phénotype, non, est une idée absolument aujourd'hui acceptée, désirable, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui dans notre société postmoderne, merdique, de transition, comme on veut l'appeler, un des trucs qui s'est passé là par rapport à les convictions de l'équipe médicale, psychomédicale, était que la conviction à travers laquelle on niait l'excision était l'intouchabilité du corps. Sauf que cette conviction elle n'est plus une conviction du tout dominante dans notre monde postmoderne. Tu vois? Alors, donc, bon, c'est pour dire, pour essayer de voir un peu l'idée de que cette croyance dans laquelle la modernité est, que si je vais descendre un singe pour me le bouffer, je ferais mieux de ne pas faire du bruit et de le mettre une balle dans la ciboulot le plus vite possible et me le bouffer, elle est absolument construite
avec la même quantité de liens subtils, magiques, des croyances, vous comprenez, que quand les chasseurs Jíbaro va s'approcher dans une continuité, ou l'esquimau, Jean Mallory raconte ça, les chants dans la chasse de la baleine, par exemple, n'est-ce pas? Il faut une syntonie qui a à voir avec l'âme, n'est-ce pas? L'âme partagée, pour pouvoir se bouffer tel animal, ou pour pouvoir faire tomber un arbre, par exemple, certains arbres, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, on verra petit à petit, c'est comment la transgression de tous ces liens subtils, c'est ce qui s'oppose à la vie dans toutes les ontologies, vous comprenez? Que c'est ce qu'on appelle la promiscuité. La promiscuité, dans le sens non pas moral, la promiscuité dans le sens c'est qu'on est resté... Parce que qu'est-ce qu'on est en train de décrire là? Les Jíbaro, qu'est-ce qu'ils délimitent? Délimitent une intimité, vous comprenez? Une intimité, ce qui est intime entre lui et l'animal, qui va chasser, qui va bouffer, il va mourir, et lui aussi il va donner sa chair. Autrement, vous voyez, chez les Inuits, c'est ce que Jean Mallory raconte, c'est-à-dire quand Pépé Mémé commence à être un peu lourde, voilà, on l'amène là où il y a l'ours, on les laisse, et l'ours vient et se les bouffe. Alors, chose qui résout le problème des retraites, par exemple. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu en lien avec les cérémonies de salvation où finalement, chez les Indiens notamment, le corps enfin, est nettoyé, le corps et l'âme d'ailleurs nettoyé dans des cérémonies où il y a la musique, il y a les instruments, il y a la façon dont on installe l'autel, il y a le copal, enfin tout ce qui est aussi, j'ai assisté et c'est vrai que c'est assez intéressant Oui, non, justement, si tu veux, l'idée que je voulais dire, c'est pour comment imaginer juste, pour ne pas avoir un regard justement extérieur, là, ce que Bastien commence à décrire, non? C'est-à-dire, quand quelqu'un, par exemple, dans un rituel quelconque, ne peut pas passer tout droit pour aller là, et doit faire 3 tours par là, 2 tours par là, revenir, nous, dans notre ontologie, on croit que tout ça c'est des pam-pam-pam. Bon, ce que je peux vous dire d'un point de vue psychiatrique, c'est que quelqu'un qui n'a pas une construction sacrée, subtile, disons, des liens subtils de l'espace, non? Quelqu'un qui effectivement aurait des parcours tout à fait sans aucun respect d'aucune spatialité, etc., est un psychotique. Vous voyez? C'est-à-dire, nous ne nous rendons pas compte, vous comprenez, nous ne nous rendons pas compte quels sont notre rapport sacré à l'espace. Mais pourquoi on ne se rend pas compte? Par exemple, je vous dis comme ça, et après je laisse Bastien continuer, parce que sinon après, les gens disent, mais il ne laisse pas parler Bastien. Alors, un lien subtil et irrationnel que nous avons à l'espace, c'est justement d'être convaincu qu'il faut aller en ligne droite. C'est-à-dire, c'est ni plus ni moins. C'est-à-dire, c'est l'idée de que l'espace, ça c'est un élément. Alors, donc il y a le totémisme. Alors on va plutôt faire le naturalisme. Ah oui, tu suis l'ordre des escolaires. Oui, parce qu'il a un sens. D'accord, c'est vrai. Ouais. Pourquoi il a un sens? Parce que, comme je vous le disais, le naturalisme, finalement, c'est la formule inversée de l'animisme. Pardon, voilà, hein, c'est exactement la formule inversée. Si on suit cette lecture autour des continuités et discontinuités. Voilà. Donc le naturalisme, le point de vue naturaliste, on estime qu'il émerge en Europe à partir du XVIIe siècle.
même s'il va réellement prendre forme, effectivement, seulement 2 siècles plus tard, enfin 18e, 19e siècle, voilà. Avec effectivement l'apparition de notions, notamment de progrès, de société, d'histoire, de culture, qui sont donc des notions extrêmement récentes, en tout cas bien plus récentes que les notions portées par les autres ontologies. Alors pourquoi on l'appelle naturalisme? Parce que c'est la première fois effectivement dans l'histoire de l'humanité qu'on va séparer aussi distinctement ce qui va relever de la nature, c'est-à-dire l'ensemble du point de vue naturaliste des régularités physiques qui sont prévisibles parce qu'elles sont gouvernées par les principes universels, et donc on va les séparer de la société et de la notion de culture. Alors, pourquoi c'est l'inverse de, je ne vais pas y arriver, de l'animisme? Eh bien, ça s'exprime aussi simplement que ça, c'est-à-dire que là où, encore une fois, dans l'animisme, vous aviez une continuité de l'intériorité, une discontinuité des physicalités, une discontinuité des corps, eh bien, le principe du naturalisme, c'est une discontinuité des intériorités, puisque la seule espèce à qui l'on confère le statut de sujet de plein droit, c'est l'espèce humaine, au vu qu'elle est la seule à posséder les propriétés d'intentionnalité, de subjectivité, de conscience de soi, d'un soi réflexif, et donc la propriété aussi d'établir des jugements moraux. Voilà. Les autres espèces non humaines sont exclues de ce champ-là. Donc sont exclues des attributs que l'on associe à la culture. Voilà. Alors évidemment, tout ça va bien sûr être mis en cause assez rapidement, mais je ne vois pas, il faudrait rapidement finalement, si on regarde à l'échelle de vie de l'ontologie naturaliste, on voit que dès le début du XXe siècle, il y a des remises en cause de ce qu'on appelle aussi le grand partage. Il y a des remises en cause avec l'identification évidemment de signes de protoculture chez les singes. Voilà. Mais la langue, par exemple, la langue est évidemment un des attributs propres à l'espèce humaine qu'on ne reconnaît pas. Et aujourd'hui encore, les études qui voient notamment une espèce d'oiseau dont le nom m'échappe, mais des études où vraiment on peut y voir les critères qui permettent de décider d'un langage, et bien dès que ces études paraissent, rapidement d'autres études vont venir pour expliquer que non. De même pour l'apprentissage, de dire que par exemple l'apprentissage chez les singes, puisqu'on a effectivement des exemples très clairs aujourd'hui d'apprentissage chez les singes de techniques, de techniques pour préparer la nourriture, eh bien on dit oui, il y a un apprentissage par imitation, mais c'est une imitation qui n'est pas comparable avec l'imitation qu'on peut observer chez l'enfant qui arrive à dissocier les étapes de l'objectif. Alors que chez le singe, il n'y a pas de dissociation de l'étape et de l'objectif. Donc il y a une sorte de mimétisme, mais qui serait une sorte de mimétisme idiot. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, ce qui est aujourd'hui, dès le XXe siècle, on a énormément, beaucoup d'études, et notamment en 1999, il y a eu une étude signée par 8 ethnologues, je crois, sur des communautés de singes, qui vraiment conclut à l'existence, ou en tout cas qui identifie les traits de ce qu'on peut appeler même pas une protoculture, une culture, et tout de suite derrière, évidemment, il y a des contestations qui disent non, on ne peut pas parler de culture, notamment puisque effectivement on remet en cause cette dimension de l'imitation. Par rapport au naturisme, ça c'est le tableau de Werner, le géographe, non, est une bonne illustration dans le sens, vous voyez, c'est-à-dire, bon, le centre, effectivement, c'est l'homme qui pense et qui regarde le monde sur une carte, vous voyez, et le monde dehors aussi. C'est-à-dire que là, dans ce tableau de Werner, c'est intéressant que vous voyez l'explication que va donner de tout ce là, parce que sinon on n'aura pas le temps de voir même pas les quatre. Mais vous voyez, dans ce tableau de Werner, on voit bien l'humanisme naturiste, dans lequel
l'homme, lui, au centre, hein, le monde est le décor et son objet. Le décor dans lequel il évolue est son objet. Hein. Dans cette discontinuité d'antériorité, hein, parce qu'il n'y a que lui qui a l'âme, mais une continuité de matière. Ouais. Hein. Il y a un début, enfin il y a plus qu'un début, là, mais de représentation de l'intériorité de l'âme. C'est-à-dire que, voilà, notamment la peinture flamande, la peinture d'Europe du Nord va être dans cette représentation de l'intériorité. Oui, toute est représentation de l'intériorité, parce que l'intériorité de l'humain est effectivement la lumière de l'âme. Ouais, là, on n'a pas le temps, mais je ne sais pas si à un moment donné, on pourrait réfléchir sur est-ce qu'aujourd'hui, une certaine écologie vient interroger cette ontologie. Parce que quand on parle du droit intrinsèque, et de la valeur intrinsèque surtout, c'est-à-dire pas seulement une valeur instrumentale, une valeur intrinsèque qui serait donnée à la nature, on est quand même à la lisière d'une ontologie. Non, mais tout à fait. Donc, non, mais tout à fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand nous avons évoqué plusieurs fois l'octroi de la catégorie des personnes juridiques, un singe, un fleuve, etc., on est en plein dans la déconstruction du naturisme. Et par rapport à l'apprentissage, aujourd'hui, il y a Dusautour, qui est Audrey Dusautour, qui a écrit son fameux livre sur les blobs, que c'est des micro-organismes unicellulaires, et qui apprennent, qui ont la capacité d'apprendre. Alors, à chaque fois, c'est une sorte de révolution, parce que tout le monde est scandalisé, parce qu'on n'est même plus aux singes, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Parce qu'on voit bien que ce qu'on est en train d'enlever, c'est les qualités singulières de l'humain. C'est-à-dire, chaque jour, on enlève les qualités de l'humain. Tous les travaux de neurosciences, ils vont dans ce sens-là, ils vont dans le sens d'une modulation du cerveau qui montre que finalement, ce qu'on croyait si singulier, si particulier, ce n'est pas autre chose qu'une série de mécanismes articulés qu'on partage, pas seulement avec l'ensemble des autres animaux et des êtres vivants, mais avec l'inerte. Alors oui, c'est-à-dire ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est ça, c'est un détissage accéléré de toutes les qualités qu'on prêtait à lui, n'est-ce pas? Alors, le totémisme. Alors, le totémisme, le totémisme, c'est simple. Enfin, c'est simple, non. En réalité, c'est même tout le contraire. Parce que je vous assure qu'il y a une ethnographie derrière le totémisme extrêmement riche et sophistiquée et complexe, en tout cas pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type d'ontologie. Donc le totémisme se distingue notamment parce qu'il ignore en fait toute forme de discontinuité. D'accord. Au sein d'une même classe totémique, essayez de voir ce que c'est qu'une classe totémique, au sein d'une même classe totémique, il y a une hybridation, il n'y a aucune discontinuité entre les humains et les non-humains. L'inerte, l'ensemble. Alors, là, on va revenir la prochaine fois, certainement, mais pour dire d'une façon raccourcie, pour avoir un peu une vision d'ensemble, on pourrait revenir en ordre. Mais les totems est identifié avec une essence, vous voyez, c'est-à-dire avec quelque chose d'une essence, une qualité supérieure, une qualité intrinsèque. Alors cette qualité peut être comme les 4 éléments chez les présocratiques, ou ça peut être des qualités plus définies comme le courage, la bravure, le feu, n'est-ce pas, qui constituent comme des dimensions qui traversent des êtres qu'on voit comme un être fini, mais qu'à vrai dire, il est constitué pour des qualités qui possèdent un matériau inerte, comme un animal, comme un végétal. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce sont ces essences, différentes essences, qui constituent le tout de l'existant, mais que la discontinuité est entre essences. Vous comprenez? La discontinuité est entre essences. C'est-à-dire que, pour le dire de façon un peu simpliste, on va revenir, mais si on dit qu'on partage une essence avec un condor, hein, je partage une essence avec le condor. C'est pas que je suis un condor, ou que je peux voler, ou que lui il marche à 2 pattes, je sais pas quoi. C'est parce qu'on va identifier chez un enfant, chez un homme et une femme,
on va identifier quelque chose qui est... On va voir de quoi il s'agit. Vous voyez, on va voir de quoi il s'agit. On voit à un moment donné des déploiements de la personne, non, de quoi il s'agit. Alors, on reconnaît quelques essences, et ces essences-là, il va la partager, non pas avec des autres humains, mais avec l'ensemble de l'existant, avec quelques éléments de la montagne, avec quelques éléments de la terre, avec quelques éléments du ciel, vous voyez, c'est-à-dire ce sont des essences. Donc, les modes d'existence dans les communautés humaines, la préoccupation sera ce découpage-là qui permet de voir qui est qui. Vous voyez, dans l'animisme, juste un mot, c'est drôle parce que j'avais raconté un jeune Africain qui est étudiant, comme ça, qui consultait, et qu'il parlait de ses personnalités multiples. Non, il parlait de ses personnalités multiples. Et alors, il parlait de ses personnalités multiples, et alors il disait que de façon que pour nous, il fallait bien faire attention de ne pas faire un diagnostic, justement, non, ethnocentré, parce qu'il expliquait que parfois il était non, mettons qu'il s'appelait Robert, parce qu'on va voir, comme ça, et alors, avec quel Robert je parle aujourd'hui? Vous voyez, c'est-à-dire qu'il fallait savoir avec quel Robert son entourage parlait. Vous voyez, cette idée, vous voyez, c'est pour cette idée de découpage absolument autre. Bon, dans le totémisme, c'est pas qu'on est traversé par une essence. Il y a des essences dominantes, des essences dominées, des essences majoritaires. Ça peut changer, au cours de la vie, ça peut changer. Les totems ou l'essence qui est dominante dans notre caractère. Peut-être juste une précision, le totem n'est pas une espèce animale. Souvent on fait cette confusion. Ah, non. Voilà, le totem n'est pas une espèce animale. En fait, c'est un ensemble d'attributs qui va être nommé, et ce terme va servir à désigner une espèce. Va servir également à désigner une espèce. Mais le totem, voilà, il y a des analyses sémantiques, voilà, que cite notamment Descola, mais le totem n'est pas en soi l'animal. D'accord, le totem est un attribut. Je crois qu'il y a plus de 520 totems qui ont été référencés. Voilà. Si, mais si l'animal est identifié, c'est parce que cet animal partage les attributs, incarne plus que les autres, cette essence. Voilà. Le totem dominant est un peu celui qui incarne, évidemment, qui a plus de ça. Qui a plus de ça. Voilà. Après, effectivement, il y a des totems secondaires. Du coup, l'analogisme. Et oui, parce que si on veut, après la fois suivante, ce qu'on voudrait aller, c'est à partir de la détermination c'est pas juste pour présenter Descola du tout, n'est-ce pas? Lui se présente très bien, vous pouvez l'écouter au Collège de France. Le totem concerne la matière inerte aussi? Oui, c'est global. C'est une essence, c'est une essence que tu peux trouver dans une matière inerte et qui fait partie d'un type d'animal, et que certaines tribus peuvent avoir et d'autres non, ou certains groupes peuvent avoir, ou certains humains peuvent avoir. Tu vois, les attributs sont les... Comme exemple, par exemple, oui, la montagne. Alors, un être humain qui est dur, qui est fort, on peut le comparer, effectivement, donner le totem de la montagne, ou alors quelqu'un qui est courageux, un lion, il est courageux comme un lion, bon, on peut lui donner ce nom. Ou celui qui a une vision, on peut le comparer à un aigle, enfin on peut dire qu'il est... Oui, c'est des rapprochements qu'on fait, quoi. C'est plus qu'un rapprochement, c'est une identification. Quand nous avons travaillé beaucoup en critiquant l'école, la pédagogie des compétences, justement on citait l'exemple de certaines nations indiennes, pour parler de ce que je connais un peu, c'est-à-dire qui prennent 8-9 ans avant de baptiser le monde. Pourquoi ils prennent 8-9 ans avant de baptiser le monde? Parce qu'il faut voir de quoi il est fait. Vous comprenez? De quoi il est fait. C'est-à-dire, alors, mais de quoi il est fait? Alors, je me souviens que quand j'expliquais ça pour critiquer la pédagogie des compétences, les gens disaient, ah oui, quels sont les intérêts du monde, quelles sont les compétences, quelles sont les compétences du monde, non? C'est-à-dire qu'on dit, ah, celui-là. Et en fait, non, c'est-à-dire,
bon, si déjà il les foutait la paix un moment jusqu'à 8-9 ans avant de les orienter, ça serait déjà pas mal. Mais ça n'a rien à voir avec ce à quoi je faisais référence. Parce que je faisais référence à cette idée d'une sorte d'attente jusqu'au moment que ça se manifeste de quoi il est fait, n'est-ce pas? De quoi il est fait. Et c'est pas qu'il a la compétence jardinier. C'est qu'il partage une essence, on se rend compte qu'il partage une essence avec l'arbre, avec certaines choses, vous voyez, c'est-à-dire qu'on attend qu'ils émergent, on ne peut pas les voir comme ça, vous voyez, contrairement à dans la transmigration, la métampsychose, où on reconnaît dans les bébés des traits parce que l'âme a migré, vous voyez, alors là on peut le voir. Et nous, non. Nous, ce qu'on reconnaît, c'est que l'autre pauvre con est une table rase sur laquelle on va les coller des compétences. Donc pour le totémisme, les cas les plus décrits, détaillés, c'est le totémisme aborigène, avec une ethnographie vraiment très, très dense. Voilà. Alors, l'analogisme. Alors, l'analogisme, c'est l'inverse. Tout est l'inverse. Voilà, ouais, comme quoi il y avait un sens. Donc, c'est une ontologie qu'on va notamment pouvoir retrouver, je dis bien notamment, chez les Indiens des Andes. Oui, mais aussi au Moyen-Âge européen. Tout à fait, et qu'on retrouve évidemment quasiment en Europe depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Ça, c'est une image analogique. Analogique, il faut le comprendre comme le mot le dit. Hein? Par des correspondances. En fait, quand je dis c'est l'inverse, ça veut dire que là où il y avait aucune discontinuité dans le totémisme, dans l'analogisme, il n'y a que des discontinuités. Alors, pour comprendre l'analogisme, quelque chose qui nous intéresse beaucoup, parce que ce qui est en train de changer a autant des éléments d'animisme et autant des éléments aussi d'analogisme. Bon, l'analogisme est, par exemple, dans le bouddhisme, c'est-à-dire il y a un ordre que nous on dirait un ordre organique, on dirait nous, n'est-ce pas, qui fait que tout ce qui vit, tout ce qui existe est structuré à partir de cet ordre-là. Vous comprenez? Alors là, vous ne voyez pas du tout. Bon, et c'est tous des éléments absolument disparates, discontinus, qui n'ont rien à voir en commun. C'est-à-dire, si vous prenez chaque partie, si ça vous intéresse, sur Internet, certainement, vous trouvez des images des scolaires. Mais ce qui est intéressant dans l'analogisme, c'est que justement, il y a une hybridation. Vous savez, nous parlons beaucoup, Bastien, d'hybridation dans le sens auquel, quand on parle de la technique et l'humain, la technique et le vivant, nous disons que être pour la technique ou contre la technique, c'est un peu à côté de la plaque pour aller vite. Nous, on dit, on vit un moment dans lequel il y a effectivement une colonisation, un écrasement du vivant de par la technique, certainement, mais que la perspective, l'horizon est une hybridation. Alors, l'analogisme est une hybridation réussie. Pourquoi? Parce que l'analogisme, pour exister, chaque être qui existe, qui a un mode de vie, parce qu'il participe à la vie, pas la vie comme nous la comprenons biologique, forcément, c'est parce qu'il est structuré de la même façon, avec la même forme qu'est structuré l'univers, mais aussi la fourmi, la fourmilière, voyez, la ville, c'est-à-dire qu'il y a un mode de s'agencer, de se structurer, c'est pour ça que je vous dis que nous, ça nous intéresse beaucoup, parce que c'est ni plus ni moins que comme nous définissons les principes organiques dans les mammothètes, dans dans notre modèle de l'organisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, effectivement, dans l'unité organique qui caractérise l'analogisme, l'unité est en danger. Vous voyez? L'unité est en danger. Parce que ce sont des liens subtils et dynamiques qui garantissent que cette unité continue.
Mais cette unité peut être menacée soit par l'invasion d'un désordre, d'un ordre trop rigoureux, ou par, je ne sais pas, vous voyez, c'est-à-dire, il peut être menacé parce que cet ordre organique, petit à petit, va être remplacé plutôt par un agrégat, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce qui menace... J'étais sclérosée. Si, sclérosé, absolument, c'est le deux dangers, tu vois. Soit sclérosé, soit trop dynamique. Non? C'est pour ça qu'on dit que dans l'organisme, et dans l'analogie, c'est un exemple d'organisme, hein. Là-dessus, la vérité, c'est que mon modèle organique est un modèle absolument analogique, de ce point de vue-là. Non? Alors, et on dit que la stabilité du vivant dépend d'être dans une stabilité loin de l'équilibre. Alors effectivement, loin de l'équilibre, ça veut dire soit ça s'accélère, pour dire comme ça, et alors la stabilité tombe, soit ça se ralentit, ça s'esclérose, n'est-ce pas? Mais donc, ce qui va menacer en permanence le monde analogique est la menace de devenir un agrégat. Hein? Un agrégat. Dans la vision moderne et naturiste, tout est agrégat. C'est-à-dire la différence entre un appareil, un artefact, pardon, et un organisme est justement un artefact, pour plus complexe qu'il soit, est un agrégat, est toujours un agrégat. En tant qu'un organisme, justement, obéit à ces principes que dans l'analogisme on présente comme les principes de structuration de tout l'existant. Vous savez rapprocher du cosmos et du logos. Est-ce que on pourrait dire que le cosmos, chez les Grecs anciens, l'idée du logos et du cosmos est assez proche de cette interdépendance là, que tu es en train de décrire Chez les Grecs très anciens, influencés par l'Inde. Alors, tu vois, les pré-socratiques, tu vois, oui, il y a quelque chose effectivement d'analogique, certainement, c'est très analogique. Après, dans plus de rapproche de l'époque de la Grèce socratique, les présocratiques, ils sont dans des réflexions un peu qu'il faut voir de quel côté se situe, tu vois, par exemple, les atomistes, on pourrait les mettre du côté peut-être plus analogiste, mais je ne sais pas, tu vois, ça il faut le voir un peu plus. Les quatre éléments, on pourrait dire, bon, les quatre éléments, est-ce que les quatre éléments ne sont pas du côté, tu vois, mais bon, ça c'est un peu un exercice difficile de faire comme ça, du tac au tac. Alors, peut-être ta définition à toi de l'analogisme. Lui, il n'y en a aucune, il a lu Descola. D'ailleurs, j'ai prévu de répondre à Descola. Non, j'en ai aucune. La définition qu'a donnée Miguel, c'est peu ou prou celle que fait de manière assez formelle Descola. Hein. C'est-à-dire l'analogie, c'est une sorte d'atomisation permanente et de recomposition permanente. C'est-à-dire que contrairement finalement à l'animisme où la relation elle est de sujet à sujet, au naturalisme où la relation elle est du sujet à l'objet. Par exemple, dans l'analogisme, c'est une méta-relation entre des éléments hétérogènes. Voilà. Donc il y a toujours ce souci, effectivement, de pas, comme le disait Miguel, que le discret, finalement, s'échappe. Voilà. Donc c'est tout à fait ça. Hein. C'est vraiment, encore une fois, l'inverse du totémisme. Au contraire, il n'y a pas de fusion, il y a une séparation de toutes les parties du monde, de chaque être, de chaque chose qui constitue le monde sont séparées. Et on voit que ce qui menace cette unité analogique organique, dans le bouddhisme, l'hindouisme, c'est nommé comme quoi? L'agir, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'agir est la tentation de l'humain, de bouleverser l'ordre. De bouleverser l'ordre et de se poser comme maître. Hein. Alors, effectivement, on dit l'idée qu'il me semble qu'il faut avoir pour comprendre un petit peu le concept d'agir dans les sagesses bouddhistes, taoïstes, il faut comprendre que l'agir, c'est ce qui empêche toute action. Comme ça, vous voyez. L'agir, c'est ce qui va empêcher toute action. Hein.
Pourquoi? Parce que l'action, c'est agir, non? C'est faire qui respecte des principes analogiques organiques, n'est-ce pas? Donc qui va freiner, qui va censurer cette prétention humaine de considérer que ce que nous pouvons imaginer et penser à travers la langue, à travers la pensée structurée, etc., comme possible, si on le pense possible et on l'applique au vivant, bah, dans le vivant, ce n'est pas comme possible. C'est là où on voit apparaître toute la problématique des possibles et compossibles. C'est-à-dire, pas tous les possibles théoriques sont compossibles. Et les sagesses, mais aussi, alors là oui, la mythologie grecque, toutes les mythologies, les populous, d'autres, n'est-ce pas, ils vont identifier l'erreur ou les péchés, comme on veut, n'est-ce pas, humains, à vouloir agir. Hein, parce que agir, c'est voler les feux sacrés aux dieux. Agir, c'est construire. C'est le bris. Absolument. C'est construire la tour de Babel pour parler tête à tête avec Dieu, n'est-ce pas? C'est donc agir, c'est justement cette conflictualité permanente qui caractérise la singularité, cette fois-ci humaine et non pas du vivant, hein, qui est que nous sommes placés dans cette interface entre ce qu'on appelle les mixtes, n'est-ce pas, les symboliques, la technique, la pensée rationnelle, ou la pensée articulée, la langue, quoi. Et nous sommes dans cette interface, non, et dans cette tentation platonicienne permanente, hein, que, je vous dis, là, aujourd'hui, le platonisme, il n'est pas très loin, il est à 200 mètres, c'est Badiou, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est l'idée de que, quand même, les corps sont les simulacres et que les idées sont effectivement les idées ou les formes géométriques ou les nombres, bon, peu importe, dans leur exactitude, hein, c'est-à-dire c'est pour ça que dans l'être et l'événement, Badiou va dire les mathématiques sont l'ontologie. C'est-à-dire les mathématiques sont l'ontologie, avance Badiou. Donc effectivement, c'est le platonisme et effectivement, de mon point de vue, l'énonciation, une des énonciations les plus parfaites de cet dérèglement de la vie, de la nature, de la communauté, de l'ensemble, dû à l'erreur humaine par excellence, qui est de vouloir s'extraire de sa condition de vivant. Hein? C'est ce qu'il veut écrire à Michel Foucault, toute utopie se base sur la haine du corps. Pas? Hein, et que c'est bon, voilà, c'est-à-dire ce qui va découvrir l'esclave qui s'échappe de la caverne, c'est que les corps sont les simulacres. Et c'est ce qui fait dire à Badiou quand on lui dit non, mais Pol Pot, 2 millions de morts, Salim, 20 millions de morts, il dit ce n'est pas en comptant des morts qu'on fait de la philosophie. C'est-à-dire Badiou. Pas? Mais ce n'est pas une façon de dire, vous comprenez? C'est-à-dire c'est une foi très très forte, une croyance irrationnelle et obscurantiste de mon point de vue, mais très très forte, vous voyez, ce n'est pas un commentaire qui échappe, vous voyez, ce n'est pas un commentaire qui échappe. Quand Badiou dit ce n'est pas en comptant des morts qu'on fait de la philosophie, ce n'est pas un commentaire qui échappe, vous comprenez? C'est, j'ai la mire mise à un autre endroit, vous comprenez? C'est-à-dire, je regarde ce qui est en dehors de la caverne. Les formes géométriques pour Platon, les nombres pour Badiou, vous voyez. Mais là, le réel est autre chose. Bon. Alors, effectivement, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans l'analogisme, parce que dans les autres formes, ça ne pose pas ça un problème. C'est pas ça le problème. Non? Dans l'analogisme et dans le naturisme, on va voir que ça pose un vrai problème. N'est-ce pas? Ça pose un vrai problème qui est tout le problème que l'Occident se pose depuis sa naissance sur le libre arbitre. Ou ce qui va apparaître tout bêtement, les problèmes de la modification, hein, dans la psychothérapie, dans la psychiatrie, dans la psychanalyse, ou dans l'agir politique, hein, c'est-à-dire Badiou, comme en tant que platonicien, il va dire
l'action politique est sous condition de la conscience. Vous voyez, c'est la conscience. Donc c'est, voilà, la conscience. Alors, dans toute modification, l'idée, c'est là, l'idée centrale est je prends conscience de quelque chose, d'un point de vue archi-cartésien, je prends conscience de quelque chose, et à travers la glande pinéale ou les parties révolutionnaires, je fais que les corps agissent. Vous voyez? Et bon, effectivement, c'est dans la psychothérapie ou dans la psychiatrie, c'est les problèmes du changement. N'est-ce pas? C'est-à-dire, vous savez bien que dans la psychanalyse, les mots volonté est banni. N'est-ce pas? On ne peut pas parler des volontés. C'est-à-dire, et tout le problème de la psychothérapie, de la psychanalyse, est de dire, mais comment on arrive à une modification, sans utiliser la conscience, qui est la critique qui fait la psychanalyse française, toute courant confondue, à la psychologie américaine, à la psychiatrie américaine, qu'on appelle la psychologie du moi. Hein? C'est-à-dire que ce qui va refuser la psychanalyse, c'est l'idée qu'il y a dans l'ensemble surdéterminé décrit par Freud, parce que tout est surdéterminé, n'est-ce pas? Dans les deux topologies freudiennes, tout est surdéterminé. Mais dans cet ensemble tout à fait surdéterminé, il est quoi? C'est comme s'il y avait quand même un petit homuncule, vous voyez, un petit être qui à un moment donné décide quelque chose. Et ça c'est un problème. Ça c'est un problème fondamental qui marque quand même pas mal l'échec des thérapies analytiques ou autres, hein, parce qu'effectivement, une fois qu'on a compris les choses, une fois qu'on a exploré, une fois qu'on a parlé, une fois qu'on a plus ou moins identifié d'où ça vient, je veux voir. Et les changements, vous voyez, c'est les changements. Et alors, on dit non, la volonté, on ne peut pas la nommer. Et effectivement, il faut repenser l'articulation possible, pour comprendre un peu la chose, entre désir et volonté. Non, il faut comprendre un peu qui est très proche de ce que nous nommons, d'un point de vue plus phénoménologique, l'effort pour. L'effort pour. Hein, que Leibniz va dire ça, c'est l'effort pour être. Non, il y a un effort. Être est un effort pour. Qui a à voir donc dans l'analogisme avec cette stabilité loin de l'équilibre. Il y a un effort pour. Mais cet effort pour ne doit pas être vu comme l'effort de l'humain pour modifier. Vous comprenez? Alors, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je suis clair ou pas pour expliquer, mais si vous comprenez ce que je dis, c'est le problème central de notre époque, parce qu'on a fini par découvrir qu'il y avait des systèmes agencés, donc qu'il y a un écosystème, etc. On a découvert ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire les conséquences de l'agir humain, hein, et on n'a pas la moindre idée donc de comment est possible de non pas rétablir un équilibre, parce que ça c'est impossible, n'est-ce pas, mais arriver à un autre équilibre et que ce ne soit pas tout à fait délétère. Hein, on ne sait pas. Alors, la tendance majoritaire, c'est si l'agir a fait tout ça, il faut agir encore beaucoup plus. C'est la tendance majoritaire. C'est pour ça que c'est un tout petit peu inquiétant.